8h. 7h-9h, votre matinale info avec Pierre de Villeneuve. Et le journal avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Pierre, bonjour à tous. 3 titres à la une. La lettre d'un évêque qui demande pardon aux victimes de la pédophilie. Vous entendrez l'une d'entre elles dans un instant. Une appli pour sauver des vies. Les victimes de crise cardiaque, elle repère, elle alerte les personnes compétentes et ça marche. Témoignage d'un miraculé dans ce journal. Et puis du football, le grand retour du LOSC, deuxième du championnat de France. Ce soir, les Lillois affrontent le monstre PSG. Allez, on y croit. Europe 1. Et disons-le franchement, notre pays est coupé en deux ce matin. D'un côté, la France qui travaille, de l'autre, celle qui profite du pont de la Toussaint. Alors difficile de trouver des statistiques précises en la matière. Nous avons voulu donc vérifier sur place. Nous sommes en direct du Parvis de la Défense, le quartier des affaires à Paris. Vous nous confirmez, Roman Oquet, c'est plutôt calme ce matin ? Oui, c'est même le désert sur le parvis de la Défense. Pour l'instant, les pigeons sont plus nombreux que les travailleurs sur l'esplanade. Des travailleurs qui sortent au compte-gouttes de la station de RER. D'habitude, à cette heure-ci, il faut imaginer, les lignes sont bondées, avec l'impression d'être à 10 dans une cabine téléphonique. Ce RER, Sarah le prend tous les jours. Mais ce matin, le trajet était un peu particulier. Moi, j'ai eu l'impression d'être en période d'été, quand il n'y a personne dans le RER. Qu'on peut s'asseoir, qu'on ne se fait pas et qu'il n'y a pas de personne qui parle fort dès le matin. C'est juste, c'est le paradis, sincèrement, pour une fois. Ça fait du bien. Et comme Sarah, la plupart des travailleurs que j'ai croisés étaient plutôt enthousiastes, à vrai dire, car ne pas faire le pont, c'est profiter d'une journée de travail au calme, sans les coups de téléphone et les réunions à répétition. Vanessa reprend le travail aujourd'hui après une semaine de vacances. Un retour en douceur pour cette cadre. Ma chef est en vacances, on va être très peu nombreux dans le service, je vais pouvoir travailler beaucoup mieux, je vais pas avoir besoin de mettre mon casque toute la journée sur les oreilles pour bosser. On a prévu de se faire un resto avec ceux qui sont là, donc c'est plutôt sympa. Donc je me réjouis de cette journée travaillée. Alors la plupart de ces travailleurs s'accordent tout de même un lot de consolation. Tous ont prévu de partir en week-end avant 16h. Merci Roman Oquet, je retiens donc qu'on travaille mieux quand les chefs sont en vacances. Également dans l'actualité, cette curieuse histoire, un incident plutôt rare dans le ciel, un avion d'Air France interdit de survol de l'espace aérien russe. L'appareil avait décollé de Paris pour Saïgon. Il a dû faire demi-tour, pas encore d'explication officielle. C'est une information du téléphone rouge d'Europe 1. Si vous-même vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous appeler au 01 47 23 56 78. Alors que les évêques de France sont attendus en synode demain à Lourdes, ce nouvel épisode douloureux face au scandale de la pédophilie. Oui, c'est une lettre pour demander pardon, écrite par l'évêque de Luçon en Vendée. Il révèle que plusieurs prêtres sont mis en accusation, la majorité au petit séminaire de Chavagne. Les faits se sont produits entre 1950 et 1979, mais il n'y a pas de prescription à la souffrance, écrit l'évêque. L'affaire avait été révélée par l'une des victimes, il s'appelle Jean-Pierre Saudreau, il en a fait un livre, et vous l'avez rencontré, Pierre-Baptiste Vanzini. Et oui, cela fait 3 semaines que le livre de Jean-Pierre Saudreau, Une croix sur l'enfance, est sorti et pratiquement immédiatement des courriers ont commencé à affluer. L'auteur les a rassemblés dans un petit classeur mauve. À l'intérieur, les mots sont terribles. La souffrance est toujours là, 50 ans après. Il dit voilà, je suis l'une des victimes du petit séminaire de Chavagne. L'un de mes agresseurs est toujours vivant aujourd'hui. Cette personne dit là, très clairement, je suis l'une des victimes du cynisme petit séminaire de Chavagne. J'en ai tellement. Alors, encore un, vous voyez. Donc, quelqu'un qui me dit merci Jean-Pierre, tu permets par cet acte d'écriture de nous relier et de nous faire sentir moins seuls face à ce passé sombre et tortueux. Des anciens élèves, mais aussi des prêtres qu'il a croisés à l'époque, ont repris contact avec lui. Ce prêtre-là m'a retéléphoné pour un jour me dire Jean-Pierre, je viens te demander pardon. J'ai été témoin, j'ai vu, j'ai su et je n'ai rien dit. Ce prêtre, j'ai pu lui parler hors micro. Il se rappelle très bien de voir un enseignant du séminaire être évacué du jour au lendemain à cause de faits de pédophilie. Sa victime également a été renvoyée. Le religieux a simplement été mis à l'écart. Aucune poursuite judiciaire. Le prêtre avec qui j'ai parlé me le dit très clairement. Vous savez, à l'époque, dans les années 60, ça ne se faisait pas. Merci Pierre-Baptiste Vanzini. Nous partons aux États-Unis. Dernière ligne droite avant les élections de mi-mandat en début de semaine prochaine. Donald Trump multiplie les meetings et dans le camp d'en face, c'est Barack Obama qui monte au créneau. Il est attendu aujourd'hui à Miami. Les démocrates mettent le paquet actuellement sur les jeunes électeurs. On pourrait même battre des records de participation dans une ambiance toujours aussi tendue. Vous allez comprendre en écoutant le reportage de notre envoyé spécial Sébastien Krebs. Sur le campus, les pom-pom girls s'entraînent au milieu des affiches de campagne. Un bureau de vote anticipé a même ouvert à la sortie des amphis. Kirsten nous montre sur les réseaux sociaux le nouveau selfie à la mode. J'ai voté.
et raconte les débats enflammés. Alex, tout juste 18 ans, s'est lui aussi précipité. C'est l'une des élections les plus importantes. Le pays est divisé. On voit la rhétorique, les attaques du président. Et ça, les jeunes n'en peuvent plus. Voter pour faire entendre une nouvelle génération qui pousse d'autres priorités. Le climat, la justice, le contrôle des armes. La tuerie du lycée de Parkland à quelques kilomètres de là fut un déclencheur surpuissant, témoigne Mia, 19 ans. Elle milite avec le mouvement lancé par les lycéens pour inscrire les jeunes sur les listes électorales. Je ne crois pas qu'on ait déjà vu autant de jeunes prendre des initiatives pour s'exprimer, pour agir. Partout dans les écoles, les gens s'engagent. Depuis ce jour, c'est une révolution. D'autant que ces millennials, comme on les appelle, ont désormais le pouvoir. Les moins de 35 ans sont devenus démographiquement les plus nombreux. Jusque-là, ils ont toujours battu des records d'abstention. À l'université de Floride, Sébastien Krebs, Europe 1. Europe 1. À suivre dans votre journal, Jean-Philippe Ballas, un policier de la BAC de Toulon agressé devant chez lui. Témoignage dans un instant. Et la suite du journal de Jean-Philippe Ballas, nous allons à hier avec un policier frappé à coups de barre de fer devant chez lui. Oui, il avait repéré un cambrioleur dans sa voiture. Il réussit d'abord à le mettre en fuite, mais l'individu revient quelques minutes plus tard avec des complices. Ils vont s'acharner sur cet homme de la BAC de Toulon. Une première réaction ce matin sur Europe 1, celle de Julien Ventre. Il est secrétaire départemental du Var pour le syndicat SGP-FO. Dès qu'il est intervenu face à ces deux individus, il était vraiment et clairement reconnu comme étant policier. Tiens, c'est l'ancien flic de hier. Notre collègue a subi un lynchage devant son épouse, son fils de 7 ans. Il a également subi des menaces où on lui a dit maintenant, on sait très clairement où tu habites. Aie peur pour ton épouse et tes enfants. Voilà. Si on doit revenir, on saura où revenir. Quand on voit les agressions maintenant, on veut casser du flic. Ça fait 3 gouvernements successifs qui ne font strictement rien. Les fonctionnaires de police sont tabous. Un propos recueilli par Jeanne Bergaoui. Il y a noté que le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15 sur Europe 1. Une appli qui peut sauver des vies maintenant, en particulier les victimes de crise cardiaque. Sauve Life, c'est le nom de cette application. Elle est gratuite. Le principe est simple. Elle repère et elle alerte les personnes qualifiées au plus près d'un incident cardiaque. Et on sait que dans ces cas-là, chaque minute compte. On vous en avait parlé il y a quelques mois lors de sa mise en place. Aujourd'hui, les premiers résultats sont plutôt très encourageants. Guillaume Biet. C'est un miraculé, en pleine forme. Grâce à l'application Sauve Life, Bernard Delevoye, 64 ans, a survécu à un arrêt cardiaque alors qu'il conduisait avec son fils. J'ai perdu connaissance et mon cœur s'est arrêté net lors d'un passage d'un rond-point. Donc j'ai fini dans le décor et mon fils a eu le SAMU immédiatement au téléphone. Ce qui a déclenché d'une part le SAMU, mais aussi l'application Sauve Life qui a pu prévenir une personne à proximité. Et cette personne était qualifiée, savait où se trouvaient les défibrillateurs dans le village. Et cette personne a aidé mon fils et à tous les deux, ils ont fait le massage cardiaque en attendant les secours qui sont arrivés par hélicoptère 20 minutes après. Vous le dites, cette application a contribué à me sauver la vie ? Complètement. Recevoir soudain un message pour aller sauver quelqu'un, c'est ce qui est arrivé à Yacine, en banlieue parisienne. J'étais chez moi, le téléphone m'a dit que Sauve Life a besoin de moi à proximité. C'était à 530 mètres. Je suis géolocalisé jusqu'au domicile de la personne. Le SAMU m'appelle juste avant d'arriver au domicile. Et là, je me retrouve face à une personne en arrêt cardiaque et tout de suite, je commence le massage cardiaque en attendant les secours. Prodiguer un massage le plus vite possible avant l'arrivée des secours, augmenter les chances de survie. C'est tout l'intérêt de Sauve Life qui compte déjà 65 000 utilisateurs. Enquête signée Guillaume Biet. On passe à l'actualité sportive avec du football. Le PSG qui vise une 12e victoire consécutive ce soir en championnat de France. Ce ne sera pas simple puisque le club affronte son dauphin totalement inattendu puisqu'il s'agit du LOSC en pleine renaissance cette saison. Et dans le Nord, on y croit. Reportage Kevin Tullier. Dans son bar de Tourcoing, Pascal attend ce soir l'affluence des grands soirs pour ce PSG Lille. Le LOSC 2e de Ligue 1 et ses supporters ont définitivement tourné la page. Marcelo Bielsa et une relégation évitée de justesse l'année dernière. Une renaissance plus qu'inattendue pour Pascal. On se sent très bien, un peu surpris parce que c'est vrai qu'on a vécu une saison galère l'année dernière. Et là, c'est un soulagement, c'est un renouveau du LOSC. Il y a eu un recrutement très très intelligent. Il y a un état d'esprit et puis on voit vraiment du football, quoi. Les supporters commencent même à rêver. Statistiques à la pluie avec déjà 25 points en 11 matchs. Le LOSC a
de fortes chances de se qualifier pour l'Europe à la fin de la saison. Mais les Lillois ont retenu la leçon de l'année dernière. Le coach Christophe Galtier préfère être prudent. Il faut savoir d'où on vient et savoir que c'est toujours difficile. Je ne veux pas combattre les compliments et les louanges sur l'équipe. Combattre ça serait se fatiguer. Mais il faut surtout rester concentré sur ce que l'on est et ne pas penser qu'on pourra être performant si on ne continue pas à faire les mêmes efforts tous les jours. C'est Christophe Galtier assure en conférence de presse que Paris a déjà plié la Ligue 1. Il ne souhaite surtout pas se rendre au Parc des Princes en victime en essayant de faire un résultat pour conforter son bon début de saison. Reportage Kevin Tullier. La musique pour terminer, c'est l'un des concours de violon les plus prestigieux au monde. Il commence aujourd'hui à Paris, c'est le concours Long Thibaut Crespin. À l'occasion d'écouter une cinquantaine de jeunes prodiges du violon venus du monde entier. Alors ça peut sembler austère, un concours, mais vous connaissez le président du jury. Il s'appelle Renaud Capuçon, le grand violoniste. Thierry Geffrotin l'a rencontré pour Europe 1. Moi, j'étais pas du tout un type à concours. Bertrand Chamaillot qui va reprendre le concours de piano l'année prochaine et moi-même, on est un peu des anti-concours et on reprend cette responsabilité avec le souhait de proposer un nouveau modèle de concours. J'ai essayé de casser le modèle typique des programmes de concours, donc j'ai simplement insufflé quelques pièces qui sont des œuvres rarement jouées. Parce qu'en fait, vous voulez éviter les bêtes à concours, c'est ça? On en aura de toute façon et c'est pas grave. Quel genre d'artiste vous essayez de trouver s'il y avait un profil type? C'est plein de choses, c'est bien sûr la réalisation violonistique, la musicalité que je devrais mettre en premier, le charisme, le fait que cet artiste vous transporte, c'est ça, c'est comme un artiste de théâtre, vous êtes transporté ou vous ne l'êtes pas et c'est ce qu'on veut déceler dans ce concours. Blind test. Ah, dites-moi Pierre de Villeneuve. Je crois que c'est le concerto de Mendelssohn, mais je suis pas sûr. Faudra demander à Laure d'Autriche, qui est une excellente violoniste chez nous. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'écouter Renaud Capuçon avec Thierry Geffrotin. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas.